Place à l'invité dans ce journal du 13h. Monsieur Jacob Yara Bichula est notre invité. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Après le Mali, le Burkina, les terroristes en sont pris à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix de ce pays par AQMI? D'abord, merci pour cette invitation. C'est encore dommage qu'on soit sur un plateau de télévision pour parler donc de la barbarie de certains groupes. C'est encore dommage que des hommes et des femmes aient perdu la vie en voulant donc se reposer tranquillement donc de toute la semaine. C'est encore dommage que on puisse donner l'occasion à ces groupes d'être médiatisés, d'être encore à la une donc des journaux, des chaînes de télévision. Donc, le choix donc de la Côte d'Ivoire, c'est ça vous dites. Ces gens n'ont pas de logique. C'est pas des logiques qui sont celles que nous connaissons régulièrement. Choisir, c'est en fonction des opportunités, en fonction aussi des facilités. Grand Bassam, pourquoi Grand Bassam? Pourquoi la Côte d'Ivoire maintenant? Peut-être selon certaines informations et ce que je sais, peut-être même la Côte d'Ivoire aurait été frappée avant le Burkina Faso. Donc, ce sont des questions d'opportunité, ce sont des questions donc de choix stratégiques à des moments stratégiques. Voyez-vous, nous sommes à près de 60 jours après donc l'attaque du Burkina Faso et ils ont encore frappé donc à Grand Bassam pour dire encore que nous sommes capables d'aller au-delà donc des limites que nous avions en tant que chercheurs posées par rapport donc à ce phénomène, à savoir donc la bande sahélo-sahélienne. Beaucoup d'analystes ont pourtant indiqué que ces attaques ont pour lien de déstabiliser des pays qui sont comme des exemples de démocratie en Afrique. Il y a cela d'une part, parce que ces gens n'aiment pas quand c'est bien organisé, quand on vit une démocratie. Ils ne connaissent pas la démocratie, ils connaissent beaucoup l'anarchie. Donc, les pays qui sont des exemples sont visés, ça c'est une certitude, mais ce n'est pas que ça, c'est plus compliqué que cela. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un exemple de démocratie, on pourrait le dire. La Côte d'Ivoire vient de sortir donc des élections. Également, un exemple de croissance économique. Je pense que frapper la Côte d'Ivoire par ces djihadistes va au-delà donc de ces types d'exemples. C'est pour peut-être dire à l'ensemble donc des pays et remonter un peu la complexité donc du phénomène pour dire qu'aucun pays donc n'est à l'abri de ce phénomène. On peut penser à des grandes nations, on peut commencer maintenant à penser donc à ces nations comme la Côte d'Ivoire, parce que la bande sahélo-sahélienne qui allait donc de la Mauritanie jusqu'au Niger, qui était donc une zone de prédilection, vous voyez comment ils descendent vers donc le littoral. En termes donc de progression, c'est assez effrayant et c'est assez également grave en termes d'analyse. Alors, une autre question, le Burkina, tout comme le Mali, en ont fait les frais. Est-ce que cette attaque ciblée sur la Côte d'Ivoire n'intervient pas dans un contexte où la Côte d'Ivoire est présente au niveau des forces de la MINUSMA? Encore une fois, c'est aussi possible. Mais ils ne calculent pas toujours avec ces détails. Ils calculent avec la possibilité de se faire entendre, la possibilité de choquer, la possibilité donc de dire que nous sommes encore là, présents, capables d'aller au-delà donc des frontières qu'on nous a imposées. Ils sont dans cette logique-là. Et quand vous vous engagez justement dans la lutte contre le djihadisme, vous vous engagez dans la lutte contre le terrorisme, vous vous engagez dans la lutte contre le radicalisme, vous êtes forcément visé. Mais dans cette logique donc de progression, en quittant donc le nord, l'Afrique du Nord, en descendant vers le littoral, c'est une démarche qui est de nous dire qu'ils sont capables, ils ont les moyens d'aller encore très loin par rapport à ce que nous pouvons imaginer. Des mouvements fantômes vraisemblablement imprévisibles aux aguets de la moindre faille pour pouvoir atteindre les États en plein cœur. Selon vous, cette attaque est une réponse réelle par rapport à ces pays qui sont vus comme des soleils levants de démocratie, mais aussi d'exemple en matière économique?
Oui, c'est une grosse question, elle est très complexe. Ouais. Mais il faut, c'est cela, mais il faut, si on est véritablement en train donc d'amorcer donc un élan donc de démocratie, de croissance économique, il faut le prouver maintenant. C'est dans cette circonstance qu'il faut relever, c'est dans ces circonstances qu'il faut prouver qu'on est en train d'amorcer quelque chose de positif et que le bien va dominer effectivement le mal. Alors, quel type de fédération des forces pour faire front commun par rapport à ces C'est terroristes? tout l'enjeu comme cela. Dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre ces phénomènes, aucune action individuelle, aucune action limitée à un pays ou à une zone géographique bien délimitée ne saurait véritablement être efficace. Je prends pour exemple, le Burkina Faso se lance dans cette lutte sans, par exemple, un clin d'œil au Mali, au Niger. Les mouvements désordonnés dans la lutte contre... Les mouvements désordonnés dans la lutte contre donnent encore du terrain à ces mouvements-là. Deuxième élément, nous pensons et nous croyons fermement que une action coordonnée régionale serait plus efficace qu'une une coordination nationale ou encore individualiste. Quand on vous frappe en plein cœur à Grand Bassam ou bien à Ouagadougou, vous avez tout de suite la première réaction, c'est de prendre vos dispositions, c'est de mettre un système sécuritaire, c'est de vous occuper de vous-même. Alors, il faut, en même temps qu'on s'occupe de son territoire, mettre en place donc un système qui déclenche l'ensemble de la sous-région. Actuellement, avec la Côte d'Ivoire, j'ai écouté le ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire qui a bien précisé que le Burkina a participé à déjouer d'autres attentats en Côte d'Ivoire, bien avant donc celui-là, et c'est une très bonne chose. Il faut continuer dans cette action et faire en sorte qu'on aboutisse. J'étais à une réunion à Bamako la semaine dernière qui a porté sur le G5 Sahel, sur la question de la gestion donc, des frontières et des communautés frontalières. Là-bas, une résolution a été prise et tout le monde a été unanime que si l'espace CEDEAO, l'espace UEMOA et enfin l'espace donc, du G5 Sahel, si cet espace n'est pas pris en considération, si on ne met pas les moyens et qu'on ne part pas en synergie, nous allons perdre la guerre, nous allons perdre le combat contre ces terroristes. Monsieur Yara Bitiola, concernant le G5 Sahel, on a l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de propositions, mais sans réelle application concrète non, sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Il y a le ministre tchadien de la Sécurité qui a dit nous avons beaucoup discouru, nous avons beaucoup parlé. Chères mesdames et messieurs, maintenant l'heure est grave, il faut passer aux actes. Je suis d'accord. La réflexion est très importante dans cette affaire. Il faut mettre une synergie au niveau donc de la réflexion, faire le point donc des connaissances sur la lutte contre ce phénomène, mais également passer aux actions. Et une des actions qui serait donc justement appuyée par les partenaires comme le PNUD et d'autres partenaires, c'est effectivement d'amorcer donc des actions de développement. Permettre que les causes qui favorisent donc ce phénomène, qui sont liées aussi au développement, soient donc gérées de façon régionale. C'est-à-dire qu'entre les frontières de plusieurs pays, on peut mener des actions de développement. Faire en sorte que les jeunes qui sont sans emploi aient de l'emploi. Faire en sorte que les populations qui sont au niveau des frontières et qui manquent d'informations, par exemple Burkina Info n'est pas capté donc à Falangutu, par exemple, faire en sorte qu'ils aient les... Burkina Info est présent dans les 45 provinces du Burkina, Comment? monsieur Yara Bitiola. Non. On est directement sur le satellite. Oui, je suis d'accord, mais ils n'arrivent pas à avoir le satellite, ils n'ont pas les moyens. C'est faire en sorte que l'information publique, l'information qui est de première, l'information de base leur parvienne à moindre coût. Faire en sorte qu'ils se départissent donc des messages de propagande qui sont diffusés sur des clés USB et SD et que sais-je encore, soient relégués pour que l'information juste les parvienne. Donc je suis en train de dire que des actions seront prises. Je ne suis pas dans cette posture de dire que ça serait fait, mais je constate avec vous qu'on a beaucoup parlé donc de cette affaire, qu'il faut passer à des actions, il faut prouver qu'on peut collaborer, il faut prouver que la coopération peut venir à bout de ce phénomène. Un exemple très concret, tout le monde dans les journaux on dit, bon, à qui le tour finalement? À qui le tour, le prochain tour? Non, la question, c'est de se dire, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'aucun tour n'arrive à aucun pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Sénégal, pour que le Bénin, le Togo, le Ghana
soit Je vois épargné. que le sujet vous passionne, mais on a à peu près 40 secondes avant la fin de l'entretien. Mais juste une dernière question de précision. Il y a certaines personnalités comme Mohamed Ag Intala, qui est une des personnalités d'une communauté touareg, qui demande à ce que l'on fasse un dialogue avec les terroristes, vu qu'il y a une implication entre terroristes locaux et terroristes étrangers. Quelle est votre appréciation sur cette question-là? Toutes les solutions sont bonnes. À l'heure où on est, toutes les solutions sont à explorer, aucune solution à négliger. C'est de faire en sorte que ça soit dans un cadre bien précis et que cela puisse déboutir sur des solutions qui vont régler le problème. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, madame. C'est tout pour cet entretien avec monsieur Jacob Yarabitioula, qui est sociologue et qui était présent sur ce plateau. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Koudougou, à Bobo Dioulasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.